Chers amis internautes, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale sur la démocratie et le développement. 28 février 1990, 28 février 2020. Il y a 30 années que s'achevait la conférence des forces vives de la nation. Une historique rencontre de haute portée qui sonnait le glas de 17 années de révolution marxiste-léniniste et qui, par la même occasion, jetait les bases de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Tenue du 19 au 28 février 1990 à l'hôtel PLM Aledio de Cotonou, les assises de la conférence des forces vives de la nation ont ouvert la voie à la démocratie au Bénin, voire en Afrique. 30 années après et surtout à la lueur de la gouvernance du président Patrice Talon, cette démocratie semble toujours diviser les Béninois sur son opportunité et sa contribution réelle au développement du pays. Qu'est-ce que la démocratie réellement? Est-elle un instrument à redouter si tant? Sinon, les acteurs politiques et autres intellectuels béninois, pourquoi n'arrivent-ils pas à être d'accord pour ne pas être d'accord sur les différents concepts? À cet effet, chers amis internautes, je reçois pour vous ce soir un érudit des questions d'intégration sous-régionale et émancipation des peuples, Fred Adriano Kouenou. Il est également politologue, acteur politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Chirou. Alors, vous êtes là pour nous parler, pour nous entretenir sur les thématiques liées à la démocratie, le développement et les relations qui y concourent. Merci beaucoup et bonsoir à tous les amis internautes. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, c'est quoi réellement la démocratie, selon vous? Quelle perception, quelle conception faites-vous de la démocratie? Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de vous faire comprendre que, en tant qu'homme politique engagé, ce que nos compatriotes peuvent attendre de moi n'est pas que je rivalise avec les professeurs d'université ou autres érudits parlant de démocratie ou d'autres choses, mais c'est que je me sers de temps en temps de leurs recherches pour éclairer le chemin de nos compatriotes qui aspirent à savoir et à comprendre pour mieux se déterminer afin de pouvoir faire face en toute responsabilité aux enjeux du développement de notre pays. Vous posiez tantôt la question de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut faire appel à l'étymologie du mot démocratie et à son histoire. Et je voudrais, parlant d'étymologie, vous rappeler que la plupart des thèmes désignant les régimes politiques sont des mots grecs, à l'exception de république, qui dérive du latin res publica, qui signifie la chose publique, la chose commune. Peut-être plus tard, vous comprendrez pourquoi république est la seule exception. Donc, dans démocratie, vous avez le mot démos, qui signifie peuple, mais un peuple particulier, un peuple qui se réunit dans l'agora. L'agora, c'est un genre d'assemblée, une place publique, où se réunissaient les gens dans la Grèce antique pour débattre. Donc, démos, c'est le peuple qui se réunit dans l'agora. Kratos, ça veut dire pouvoir, hégémonie. Donc, démocratie ou démos kratos, ça veut dire pouvoir du peuple qui se réunit dans l'agora. Je voudrais profiter, si vous le permettez, pour qu'on définisse quelques autres thèmes dont on aura peut-être besoin. Allez-y, allez-y. Par exemple, anarchie. Le thème anarchie, dans An, vous avez An, qui signifie sans. Sans. Absence de. Et le chi, ou archi, qui dérive de archos, qui veut dire chef. Donc anarchie veut dire sans chef. Sans chef. Sans chef. Et dans monarchie, vous avez mona qui signifie seul. Et archi qui signifie dire donc un seul chef. Et dans aristocratie, vous avez aristoi qui signifie meilleur ou élite. Donc aristocratie, c'est le pouvoir des élites. Alors vous avez anarchie, monarchie, aristocratie et démocratie, qui en fait sont les trois formes de régime qui ont toujours existé dans le monde. Il n'y en a pas un quatrième. La monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Monarchie, c'est le pouvoir d'un seul, c'est le gouvernement d'un seul, autrement dit du roi. Et aristocratie, c'est le pouvoir de l'élite, le gouvernement des élites. Démocratie, c'est le gouvernement du peuple, mais le peuple en tant que entité qui se réunit dans l'agora.
démos. Mais est-ce que les quatre concepts que vous voulez d'évoquer tout à l'heure, savoir anarchie, monarchie, démocratie, aristocratie, est-ce qu'ils s'entremêlent à un niveau donné? Bien sûr, nous aurons... Est-ce que les trois autres concourent à la démocratie à un moment donné? Est-ce qu'ils interviennent dans le processus démocratique? Dans le processus de définition et le processus de lecture de l'histoire de la démocratie, vous comprendrez où se fait la jonction à un moment donné. Alors, vous demandiez tantôt, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Eh bien, la démocratie, c'est un mot assez complexe qui a gardé le même sens durant 2000 ans tout entière. C'est-à-dire du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 19e siècle de notre ère. 19e siècle, ça a gardé la même définition, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, c'est-à-dire un peuple qui se gouverne lui-même, qui décide lui-même et qui n'a pas de chef pour lui imposer sa volonté ou le conduire à l'obéissance. Un tel régime était vu plus tard par les intellectuels et les élites occidentaux, c'est-à-dire américains et français ou européens, à partir du XVIIIe siècle, comme une aberration ou comme une catastrophe politique, économique et morale, parce qu'ils considéraient le peuple comme étant de nature irrationnelle, incapable de rechercher le bien commun et cherchant tout le temps à mettre en place une tyrannie dite des plus pauvres. Vous voyez un peu? Donc la démocratie a pris corps en fait dans la Grèce antique au VIe siècle et a régné sur la ville d'Athènes ou la cité d'Athènes durant 200 ans, du 6e jusqu'au 4e siècle. Bien entendu, il y a aussi la démocratie dans la cité de Mégare, dans la cité de Milet et dans la cité de Samos. Mais on a retenu beaucoup plus la démocratie dans la cité d'Athènes. Que s'est-il passé à Athènes? À Athènes, la démocratie, la cause de la démocratie était une cause politique et économique. C'est-à-dire, il y avait ceux qui étaient endettés parce qu'ils étaient pauvres, qui, du fait de leur incapacité à être solvables, étaient réduits directement en esclavage. Et c'est ceux-là qui ne pouvaient plus supporter leurs conditions d'esclavage, se rebellèrent, prirent des armes et renversaient l'élite qui dirigeait la cité et ont instauré alors, pour la première fois, la démocratie dans Athènes. Et cette démocratie consistait... Non, vous faites l'historique de la démocratie. Je fais l'historique, parce que si on ne fait pas l'historique, nous ne pourrons pas comprendre qu'est-ce que c'est que la démocratie et quelle a été l'évolution de ce mot dans le temps et dans l'espace jusqu'à arriver à l'heure où nous en parlons aujourd'hui. Donc ils ont installé la première société démocratique à Athènes, qui était une société forte de 30 000 hommes, qui étaient en même temps des soldats. C'est-à-dire que ces hommes, ces 30 000 hommes, étaient en même temps des soldats et en même temps comme des législateurs qui se retrouvaient dans l'agora pour débattre des questions. L'agora, c'était l'assemblée où les gens se réunissaient et ces agoras ne pouvaient garder plus de 6 000 personnes. Ça voudrait dire qu'en chaque année, il y avait au moins 30 à 40 assemblées d'agora qui se tenaient pour délibérer sur toutes les questions de la cité. Les questions de diplomatie, les questions de culture, de déclaration de guerre, ainsi de suite. Je rappelle que dans cette agora, n'étaient autorisés à y participer que ceux qui étaient citoyens de naissance de Rome, d'Athènes, citoyens d'Athènes, de naissance d'Athènes, et ceux que la ville avait adoptés. Les femmes n'avaient pas droit, les jeunes, les enfants ou encore ceux qui étaient esclaves. Donc il y avait toujours d'autres esclaves, mais qui ne pouvaient pas participer aux assemblées. Les assemblées s'ouvraient le matin et se terminaient au coucher du soleil parce qu'il fallait de la lumière pour pouvoir compter les voix qui se faisaient soit à main levée ou soit parfois au dé. Chaque assemblée était ouverte par le sacrifice d'un porc, d'un cochon, avec des prières ou des imprécations contre toute personne qui tenterait de duper l'Assemblée ou de lui faire introduire des requêtes qui soient en fait en désaccord avec les principes. Les ténors de la cité. Et on pouvait parfois louer les services d'orateurs pour venir présenter les préoccupations des clans ou des familles. Et donc c'était comme ça que ça se faisait. Parfois on y partageait le pain et le vin, et ou soit parfois les gens étaient récompensés par quelques pièces d'argent. Alors comment a-t-elle évolué dans le temps?
la démocratie. Cette forme de démocratie était la démocratie originelle. Et comme vous le voyez, elle se reposait sur deux principes. Le principe de l'égalité et le principe de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire la souveraineté du peuple en ce sens qu'il n'y avait pas au-dessus de ceux qui se réunissaient dans l'Agora un chef. Il n'y avait pas quelqu'un pour les contraindre à dire voici la volonté, voici le sens dans lequel il faut aller. Il n'y avait pas quelqu'un pour les contraindre à obéir. C'est 30 000 personnes qui décidaient, 6 000 pas assemblés qui décidaient de ce qu'ils allaient faire. Donc ils arrivaient à trouver un consensus. Ils arrivaient, pas toujours, parce que ça se soldait souvent par des bagarres, par des meurtres, où on faisait parfois assassiner les plus bons orateurs pour qu'ils ne viennent pas plaider contre soi. Donc c'était compliqué, mais c'était la forme originelle de la démocratie. Originelle de la démocratie. La démocratie athénienne qui a régné 200 ans, de 6e siècle avant J.C. jusqu'au 4e siècle avant J.C. Et c'est cette forme de démocratie que... Parce que vous posez la question de savoir comment est-ce que la démocratie a-t-elle évolué. Pour comprendre son évolution, il faut revenir vers le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a eu deux événements majeurs qui ont frappé le monde. Il y a eu la guerre d'indépendance des États-Unis contre l'Empire britannique nord-américain et la Révolution française. La guerre d'indépendance qui s'est soldée en 1776 par la déclaration de Philadelphie qui déclarait l'indépendance et la naissance des États-Unis d'Amérique. Et la Révolution française qui s'est soldée en 1789 par l'instauration, la dissolution de la monarchie et l'instauration de ce qu'on peut appeler une république qui est devenue plus tard une démocratie. Et vous comprendrez. Donc, l'évolution de la démocratie, c'est qu'elle a quitté Athènes pour venir à ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie moderne. La démocratie moderne ayant comme père fondateur les élites qui étaient en lutte pour l'indépendance américaine et qui luttaient pour la Révolution française. C'est eux qu'on considère comme les pères fondateurs de la démocratie moderne. Mais en fait, ces élites, pour avoir été instruites toutes à l'histoire de la Grèce antique, l'histoire de la démocratie, pour avoir étudié tous les philosophes antiques, étaient indignés par la démocratie athénienne. Pour eux, ils trouvaient que la démocratie était une folie, c'était sanglant, c'était aberrant, et que la finalité, c'est qu'elle ne permettait qu'à la majorité qui était plus ou moins pauvre, de venir dominer sur les élites, de venir détruire les institutions et de diriger sans chef. Donc pour eux, la démocratie est un système dans lequel tout le monde est chef, tout le monde décide, tout le monde est égaux, d'où l'égalité, est un système qui déclarait ou décrétait la souveraineté du peuple, n'était rien d'autre que l'anarchie. Et qu'est-ce qui a été fait pour pallier à cela? Alors, ils n'ont pas voulu opter pour la démocratie, ils ont opté pour le républicanisme. Le républicanisme qui était le système qui était en vogue dans Rome. Au moment où Athènes parlait de la démocratie, de l'égalité des citoyens, tout en omettant les femmes, les jeunes et les esclaves, et de la souveraineté des assemblées, c'est-à-dire du peuple, du démos, Rome parlait de la République romaine. Et cette République romaine parlait déjà du système électoral libéral, c'est-à-dire d'un corps électoral qui convoquait, faisait élire des gens pour parler en son nom. Et Rome parlait déjà de l'équilibre des pouvoirs dans la République et de la séparation des pouvoirs dans la République. Rome parlait déjà de la vertu civique du législateur. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Donc, par opposition à Athènes, à la Grèce, Rome était déjà une république. Rome avait rejeté le principe de la démocratie. Ayant étudié l'histoire de la philosophie antique, ils avaient compris que le modèle, pour eux, le modèle qui devait leur permettre de fonder leur État, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et de réussir la Révolution française, n'était pas le modèle athénien, mais c'était le modèle romain. Et vous comprendrez
pourquoi est-ce que plus tard, les États-Unis et la France vont utiliser les noms de Sénat, de Capitole, pour désigner leurs institutions? Pourquoi est-ce qu'ils vont prendre l'aigle royal romain pour désigner, par exemple, l'emblème américain? Parce que le modèle dans lequel ils s'étaient forgés, le modèle qu'ils ont voulu mettre en œuvre, c'était le modèle romain. Donc, en fait, au XVIIIe siècle, ils n'avaient pas fondé des États démocratiques. Ils avaient fondé ce qu'on appelle le républicanisme moderne, qui, par la force des choses, 100 ans plus tard, au milieu du XIXe siècle, va devenir démocratie. Donc, comment ça se fait que les pères fondateurs du républicanisme moderne, qui étaient contre la démocratie, qui ont fondé des républiques modernes se basant sur le modèle romain, comment ça se fait aujourd'hui qu'on leur attribue d'avoir fondé la démocratie moderne? Mais dites-moi, je vous coupe un peu dans votre argumentaire. Dites-nous, Fred Renou, si vous étiez demandé de définir de façon plus succincte le républicanisme moderne, qu'allez-vous dire? Le républicanisme moderne, je dirais que c'est le système que nous avons aujourd'hui dans nos pays, c'est le système, disons, de ce qu'on a appelé plus tard la démocratie représentative, où il y a un corps électoral qui est convoqué, le peuple, qui décide d'élire ses représentants, soit du côté de l'exécutif, soit du côté législatif, et c'est eux qui décident en son nom. Et ce modèle était tellement, comment on appelle, réfléchi, que ce modèle a été le premier à penser à l'équilibre et à la séparation des pouvoirs. Jean-Jacques Rousseau définira la République comme un État qui se gouverne, qui est régi par des lois. Et il dira que tout gouvernement légitime est républicain. Il sera même tenté de dire que la monarchie peut être appelée une république si le roi n'avait pas cherché à se mettre au-dessus des lois. Donc la république, contrairement à la démocratie, qui se fonde sur l'égalité et la souveraineté du démos, du peuple, qui n'a pas de chef, la République, elle se fonde sur la primauté de la loi. Alors, quelle est la nuance entre démocratie et république? Oui, la nuance avait existé jusqu'au XVIIIe siècle et était claire. La République se fonde, c'est un régime fondé sur la loi. La loi est au-dessus de nous tous. Tous autant que nous sommes, nous devons obéir à la loi, parce que on dit qu'un républicain, un citoyen libre. Un citoyen libre est un citoyen qui obéit à la loi. Par contre, dans la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Il n'y a pas de loi. C'est notre volonté. Ce sont nos désirs pour ceux qui se réunissaient dans l'agora. Donc le peuple est au-dessus des lois. Qui passaient. Dans la démocratie, le peuple est au-dessus des lois. Le peuple qui décide n'a pas de loi. C'est la volonté du peuple qui passe. C'est la volonté du peuple qui passe. Alors, dites-nous aujourd'hui, si nous allons évoluer un peu dans cette émission, quelle est la contribution d'un modèle démocratique dans le développement d'un pays? Oui, avant de comprendre ça, il faut d'abord savoir quel est le modèle démocratique que nous appliquons. Parce que ce que nous appelons démocratie aujourd'hui porte en elle-même une contrainte majeure pour nos pays. Laquelle? Je vous disais, les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique et de la France en révolution ne voulaient pas instaurer une démocratie. Ils étaient tous antidémocratiques. John Asdam sera le premier à dire que la démocratie est un régime sanglant, c'est un régime de tyrannie, de truand, et que les États-Unis ne visent pas à instaurer un régime pareil. James Madison, John Adams fut vice-président du premier président George Washington. Il fut ensuite deuxième président américain et le premier qui est siégé dans la Maison-Blanche. James Madison fut le 4e président des États-Unis d'Amérique. Il dira la même chose. Prenez par exemple Emmanuel Sieyès, un des patriarches de la Révolution française, avec les Danton, avec les Jean-Paul Marat, les Mirabeau, les Saint-John, ou avec Maximilien de Robespierre, diront tous: nous ne voulons pas de la démocratie parce que c'est un système dangereux, c'est un système où le peuple veut se gouverner seul et ça va nous conduire dans le décor. Ça va nous conduire dans le décor. Donc, ils n'ont jamais voulu de cela. Mais comment ça se fait que 100 ans après, le modèle qu'ils ont inventé a été présenté comme étant de la démocratie? 100 ans après. Parce que de James Madison,
4e président, à Andrew Jackson, 7e président des États-Unis, qui dira que les États-Unis est une démocratie. Il s'est écoulé combien d'années? De Emmanuel Seyès à Jules Léon Gambetta, qui deviendra président du Conseil de la guerre, ministre de la guerre en France, quelques 50 ans plus tard, il s'est écoulé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le modèle républicain, qui tire sa source du républicanisme romain, il y avait la séparation, il y avait ce qu'on appelle l'organisation, disons, un équilibre organique du pouvoir. Cet équilibre disait que dans toute communauté, dans toute cité, il y a des gens qui sont de la lignée royale. Et il y a des gens qui sortent de la lignée du clergé des nobles et des gens qui sortent du peuple. Donc, organiquement, il faut organiser le pouvoir pour qu'il puisse s'équilibrer. Genre le pouvoir qui arrête le pouvoir. On donne à ceux qui sortent de la lignée royale l'exécutif. On donne à ceux qui sortent du clergé et des nobles le Sénat, qui est la chambre haute. Et on donne au peuple maintenant, le peuple, lequel peuple n'était pas représenté dans toute sa globalité, mais était seulement représenté par les propriétaires terriens et les commerçants. On leur donne la chambre basse, qui est l'Assemblée. Donc il y avait cet équilibre entre l'exécutif, entre le Sénat, qui parfois pouvait faire office de législateur par moment, et l'Assemblée nationale. C'est le modèle romain, ça. Mais il va se passer que, en répétant ce modèle dans les nouvelles sociétés qu'ils ont essayé de construire au XVIIIe siècle, vous n'oubliez pas que, rapidement, nous allons tomber dans le XIXe siècle. Et au XIXe siècle va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va naître une nouvelle classe, la bourgeoisie. La bourgeoisie. Mais cette bourgeoisie, oui, elle est née comment? Cette bourgeoisie, en fait, n'est rien d'autre que l'émancipation des propriétaires terriens et des commerçants qui représentaient le peuple et qui étaient dans le troisième compartiment du pouvoir qui était l'Assemblée nationale. C'est eux qui, par la force des choses, ont réussi à accumuler suffisamment de capitaux en dépassant le clergé et les nobles et en dépassant ceux qui sont de la lignée royale. Donc c'est cette bourgeoisie qui, naissante au XIXe siècle en Europe, et qui voulait plus de pouvoir parce qu'elle n'était limitée qu'à l'Assemblée, va dire maintenant, avec nos capitaux, nous voulons maintenant le libéralisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. C'est cette déclaration de nous voulons le libéralisme qui est doctrine politique et économique qui consiste à débarrasser l'accès au pouvoir exécutif à cette catégorie de personnes de l'entrave des propriétaires féodaux et de ceux qui étaient de la lignée royale. Vous comprenez? Oui, donc, c'est quand cette bourgeoisie va naître qu'elle va réclamer de nouveaux droits, de nouvelles libertés, parce qu'elle a les capitaux. Alors, elle va dire, désormais, nous voulons de la démocratie, sachant que démocratie, maintenant, ce n'est plus égalité ou souveraineté telle que c'était décrit au départ à Athènes. À Athènes, mais ça va devenir liberté, parce que nous voulons que les femmes aient le droit de vote, nous voulons que les jeunes votent, nous voulons que tout le monde... Parce que si toute cette catégorie dont eux ils sont sortis votaient, ils auraient une majorité d'électorat. Maintenant, comme nous avons les moyens, nous allons construire les grandes entreprises et nous allons faire travailler ceux-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens auront le droit politique de vote qu'ils ont toujours voulu avoir depuis Athènes. Qu'ils n'ont pas eu, parce que depuis Athènes déjà, quand on parlait du démos, était exit les femmes, était exit les jeunes, était exit les esclaves. Vous comprenez? Tout à fait. Donc la démocratie athénienne se reposait sur l'égalité et la souveraineté. Mais égalité entre ceux qui décidaient. Entre les décideurs. Égalité économique et politique de ceux qui se sentaient pauvres, réduits en esclavage pour faute d'endettement par rapport à l'élite. Maintenant, au XIXe siècle. Où le libéralisme a été réclamé. Lorsque la bourgeoisie va naître. Et vous voyez cette bourgeoisie, bizarrement, elle est née parmi ceux qui occupaient le troisième compartiment. C'est-à-dire ceux qui étaient les propriétaires terriens et les commerçants. Et qui étaient au bas de l'échelle. Parce qu'avec l'invention des bateaux, des navires, tout ça, en Europe, à partir du XVIIIe siècle, quand ils ont commencé par faire le tour, les autres ont commencé par accumuler les capitaux. C'était la première fois qu'on pouvait retrouver des gens avec des capitaux. Donc ils avaient l'argent
et ils avaient suffisamment d'argent, plus que la lignée royale, et plus que le clergé, et plus que les nobles. Donc c'est eux qui, forts de ce pouvoir nouveau, disent nous voulons plus de liberté. Or, sachant que pendant longtemps, la grande partie du peuple occidental ou européen a dit nous ne voulons pas nous occuper de la vie publique nationale. Nous voulons nous occuper de notre vie privée. C'est-à-dire, nous voulons nous occuper de notre travail, de notre famille, de nos loisirs. Donc, ceux qui sont les élites là, qui veulent diriger, n'ont qu'à le faire. C'est pourquoi ils se sont entendus pour que ce soit la lignée royale, la lignée du clergé, et ensuite, ceux qui étaient les plus aisés, dans le bas peuple, qui étaient les propriétaires terriens, et ceux qui avaient, et ceux qui étaient des commerçants. Alors, Frère Renaud, nous allons progresser un peu pour ne pas être pris par le temps, parce que nous avons beaucoup de paramètres à développer tout au long de cette émission. Alors, dites-nous, nous sommes au 19e siècle, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Oui. Alors, dites-nous, le modèle démocratique béninois que le Bénin a aujourd'hui, vous parlez de démocratie représentative. Alors, dites-nous, quelle est sa contribution dans le développement d'un pays? Mais le modèle démocratique béninois n'est rien d'autre que le modèle qui est né au 19e siècle. Tout à fait. Puisque c'est ce modèle, n'oubliez pas que nous avons été colonisés. C'est ce modèle qui nous a été importé vers nos pays africains. Le modèle démocratique béninois est le modèle né au 19e siècle par la volonté de la bourgeoisie naissante qui voulait rentrer dans sa phase capitaliste. Et comme ça s'est passé en Europe, si les bourgeois n'ont pas hésité, tout en donnant la liberté à ceux qui n'avaient pas de liberté, la liberté politique, la liberté d'être candidat, la liberté de vote, la liberté d'expression, la liberté d'association. Mais en leur donnant cette liberté, cette bourgeoisie n'a pas hésité à les enfermer dans les usines, où ils travaillaient, mais ne gagnaient pas, où ils étaient exploités dans les usines et dans les entreprises. Et c'est là qu'est née, en Europe, la pensée communiste, pour dire, mais nous avons la liberté en dehors de l'entreprise, mais nous n'avons pas la liberté de l'entreprise qui nous permet de gagner notre pain à la sueur de notre front et de vivre. Donc, où est donc l'égalité qui était prônée dans Athènes? Puisque vous dites que finalement, le régime que nous avons combattu tout le temps, qui est la démocratie, vous dites que c'est le meilleur régime. Mais où est l'égalité qui est prônée? Où est la souveraineté qui est prônée? Si vous nous donnez le droit de vote et que vous ne nous donnez pas l'égalité pour que nous puissions gagner notre pain. Pour que vous, qui êtes possédants, vous soyez désormais nos chefs à nous, qui ne sommes pas possédants et qui n'avons finalement que nos têtes et nos mains, et qui sommes obligés de travailler pour vous. Parce que si on ne travaillait pas pour les bourgeois, les prolétaires ne pouvaient pas vivre. Les prolétaires ne pouvaient pas exister. Donc il y avait une autre classe qui vient de se créer. Il y avait, est resté toujours la lignée royale, est resté le clergé, est resté les nobles, et maintenant est devenu une partie des pauvres d'hier est devenue la bourgeoisie. Maintenant, pas pour élever les autres pauvres, mais pour les maintenir. Et se distinguer. Et se distinguer, mais en leur donnant le droit de vote, qu'ils cherchaient depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ pour les femmes et les autres. Et c'est cette démocratie qui a été exportée par l'Occident vers l'Afrique. Vers l'Afrique. Mais vous n'avez pas analysé. L'Occident, qui se disait à partir du milieu du 19e siècle, je suis démocrate, n'a pas hésité à donner le droit de vote à ses compatriotes qui n'avaient pas, mais à les réduire en esclavage dans l'entreprise. Pourquoi pensez-vous que ce Occident, et d'ailleurs il n'a même pas hésité, à venir nous coloniser? Et dans le cas du Bénin, depuis la reddition du roi Béhanzin en 1894, nous sommes rentrés dans un cycle de colonisation qui aura duré 80 ans. Pour prendre fin officiellement, et continuer officieusement, pour prendre fin officiellement le 1er août 1960. Alors, lorsqu'on nous a dit le 1er août 1960, vous êtes devenus indépendants. Maintenant, vous êtes en démocratie. Regardez toutes les difficultés que nous avions eues à nous entendre, nous, à créer un État puissant par nos mains, un État économiquement indépendant. Nous n'avons pas pu le faire. Pendant 12 ans, nous avons connu une instabilité politique et économique qui ne dit pas son nom, qui a conduit au coup d'État du 26 octobre 1972. Et en 1972, ceux qui ont fait le coup d'État parlaient de quoi? Politique nouvelle d'indépendance nationale. Parce qu'ils avaient compris qu'en réalité, l'indépendance que l'Occident nous a octroyée n'était pas une indépendance, parce que l'Occident était déjà dans sa phase capitaliste. Or, dans sa phase capitaliste, c'est que l'Occident veut dominer. Il y avait déjà des acquis. Vous n'avez pas compris que la démocratie survenue en Occident au 19e siècle,
qui est venu remplacer le républicanisme qu'ils avaient mis sur pied était pour dominer. C'est-à-dire, en donnant des droits aux autres, on les dominait dans l'entreprise. Ils avaient le droit politique, mais ils étaient dominés sur ce qui faisait le socle même de leur vie, qui était les moyens de vivre. Tu n'as pas les moyens de vivre, mon frère, tu as quelle liberté politique? Tu n'as pas les moyens de te porter candidat, tu as quelle liberté politique? Tu n'as pas les moyens d'être souverain dans le choix que tu fais, quand bien même on te donne la liberté politique d'aller voter. Tu n'es pas souverain. Tu es obligé de prendre chez le candidat pour pouvoir voter. Où est la souveraineté? Donc en d'autres termes, cette liberté c'était du leur. En d'autres termes, on a troqué l'égalité et la souveraineté, l'égalité économique et la souveraineté du peuple par le principe de la liberté. Or, ce principe de la liberté est suffisamment vaste parce que les nouveaux riches, ils ont de nouveaux besoins, de nouveaux loisirs. Cette liberté pour eux, c'était une liberté qui permettait tout. C'est une liberté qui disait le principe de ni chef, ni Dieu, ni maître, c'est le principe d'anarchie. Ce que je veux, je peux le faire parce que j'ai les moyens. Et vous ne serez pas étonné plus tard de comprendre qu'on parle par exemple en Occident de mariage pour tous. Que les hommes peuvent se marier entre eux, que les hommes peuvent épouser les animaux, que deux hommes peuvent se marier et adopter des enfants. Vous ne serez pas étonné de comprendre plus tard qu'on peut dire que vous pourrez avoir dans certains pays, dont la France je crois, des rapports avec une fillette de 9 ans. On trouvera que ces rapports ne sont pas classés sous le sceau de la pédophilie. À partir de 9 ans déjà, c'est dans la législation européenne. Certains pays ont accepté ça. Et c'est cette liberté qui a cautionné tout ça. Mais c'est cette liberté, mais attendez, les hommes disaient, le plus grand régime, c'est le régime de liberté, nous voulons être libres. Libre, c'est sur tous les plans. Et j'ai suivi encore le débat la dernière fois lors de la visite du Premier ministre canadien au Sénégal, qui demandait au Sénégal de reconnaître le droit des hommes à se marier entre eux. Et le président Macky Sall disait, la démocratie, c'est vrai, c'est le droit de reconnaître la liberté de chacun de disposer de lui-même. Mais nous avons des cultures. Nous avons une histoire en Afrique. C'est pour dire que le principe de démocratie, tel qu'on nous l'a envoyé, c'était un leurre, en fait. Elle n'a pas été adaptée aux réalités africaines. Mais elle ne pouvait même pas l'être parce que nous étions colonisés. On nous a donné un principe... Ça a été imposé. Qui nous a été imposé. Et vous allez voir, à partir des années 90, c'est revenu à la charge pour parler de démocratie. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Lorsque, au 19e siècle, ils ont imposé le système de démocratie en Occident, il y a eu crise entre les Occidentaux eux-mêmes. Il y a ceux qui se retrouvaient libres, ayant le droit politique, mais qui en entreprise, qui étaient viciés en entreprise, qui ont dit il faut créer un mouvement prolétariat, le prolétariat international. D'où va sortir le communisme. Donc, il va se passer qu'il y aura une lutte interne à l'Occident entre le capitalisme et le communisme qui va durer juste dans les années 90. Mais dans les années 90, avec la chute du mur de Berlin, avec la glasnost et la perestroïka de Gorbatchev en Russie, qui est venu remettre en cause tout le travail qu'avaient fait Lénine et Staline, à partir de cet instant, le dernier bloc communiste est tombé. Et à partir de cet instant, tous nos États africains se sont vus à nouveau imposer la démocratie pour avoir accepté les programmes d'ajustement structurel. Donc, en nous imposant la démocratie, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous dit que la démocratie, ce sont les libertés politiques, les élections ouvertes à tout le monde, la participation de chacun aux élections et les droits de l'homme. L'association des droits de l'homme. Et les droits de l'homme. Les droits de l'homme qui sont une panoplie, en fait. Mais, voyez-vous, le régime qui existait en Occident, qui a été bâti au XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France, c'était le républicanisme moderne. C'est 100 ans plus tard que... Après avoir eu des acquis. Des acquis qu'on a transformé ce régime en démocratie moderne. Vous comprenez un peu? Or, nous... Il n'y a pas eu ce processus. On nous a donné une indépendance factice. En 1960. C'est comme si on te donne le mouton, mais on tient la corde. Ça nous a fait traîner, balbutier pendant 30 ans. En 90, à la faveur de la conférence nationale chez nous et ailleurs, on nous dit maintenant, c'est la démocratie que vous deviez faire.
Et nous sommes dedans. Or, cette démocratie, qu'est-ce que ça sous-entend? Dans notre pays, c'est en Occident que la majorité des gens disent « Nous ne voulons pas participer au débat public, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie privée. Travail, famille, loisirs. » Mais ici, chez nous, ayant une autre culture de défiance tout le temps, notre liberté, nous l'avons pris au sens de l'anarchie. C'est-à-dire, les autres savaient que, quelle que soit la liberté dont jouiraient leurs compatriotes, ils ne remettraient jamais en cause 100 ans d'acquis, un siècle d'acquis du républicanisme moderne. Mais chez nous ici, ça se remet en cause tous les jours. Ça se remet en cause parce qu'il n'y avait pas d'acquis avant. Parce qu'il n'y avait pas d'acquis, parce qu'on n'a pas eu le temps d'expérimenter le républicanisme et de l'intégrer dans notre conscience comme étant l'union, le consensus, le peuple, la collectivité. Or, la démocratie, c'est quoi? Finalement, dans sa pratique, la démocratie, c'est le dissensus. Parce qu'elle donne. La démocratie, pour vous, c'est le dissensus? Non, la démocratie n'a jamais été autre chose. Ce n'est pas pour moi. Pourquoi la démocratie, c'est le dissensus? Au 19e siècle, la démocratie qui donnait le droit aux bourgeois donnait le même droit de vote aux prolétaires, oui. aux ouvriers. Et il y a eu un parti, il y a eu le parti ouvrier et les autres partis. Mais comment est-ce qu'on peut réconcilier un ouvrier, le parti ouvrier et le parti bourgeois? Vous comprenez? Alors qu'ils n'ont pas la même réalité sociale. Alors qu'ils n'ont pas les mêmes réalités. Donc, le dissensus, c'est un antagonisme qu'on ne peut pas réconcilier rationnellement. Qui ne peut être réconcilié que par arbitrage du peuple. Et c'est ce peuple qui est convoqué par le président de la République à travers le corps électoral pour décider. Ce que le président de la République convoque, ce n'est pas les partisans d'un parti ou d'un autre. C'est ça le peuple, dans son unicité. Et c'est en voulant faire ce choix que ce peuple se divise forcément. Voilà pourquoi on dit le but de la démocratie, c'est la construction d'un peuple qui n'est pas empirique, mais d'un peuple de façon discursive. Dans discursive, vous avez discours, mais ne comprenez pas le discours comme élément de langage. Comprenez le discours comme élément de langage, affiche, culture, tout ce qui est faisable. Or, chez nous, les partis politiques, pendant longtemps, ont été fondés sur les bases régionalistes, ethniques, tribalistes. Donc, par conséquent, chaque peuple se reconnaît dans le discours d'une région des siens. Et à partir de cet instant, c'est ça qui crée le dissensus. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors quand vous faites, je dirais, ce développement où notre démocratie est conçue comme ça, elle a fonctionné plus ou moins comme cela, quelle lecture, quelle appréciation faites-vous des différentes réformes politiques et institutionnelles qui ont été entreprises par le président Talon en vue désormais de faire des partis politiques non pas ethniques, non pas tribalistes, mais des partis politiques qui ont une dimension nationale? Je dirais que le président Talon est un grand visionnaire. Il est tellement clairvoyant du mal dans notre pays parce que soit il connaît l'histoire de la démocratie depuis le 6e siècle et ça, la transformation du républicanisme entre le 18e et le 19e siècle, et il comprend les bases de la démocratie moderne. Et il sait que dans la démocratie moderne, ça ne porte que les germes d'une division. Surtout pour nos États africains. Vous comprenez? Et quand on voit le principe sur lequel l'Afrique, écoutez, nous n'avons jamais, nous étions à quel niveau quand l'Occident est venu nous coloniser? Nous étions au niveau de clans familial et de royaumes qui s'affrontaient sur un même territoire. Intempestivement. Nous n'avons jamais eu le temps de devenir une république, une nation, avant que les gars ne nous colonisent durant 80 ans et viennent nous dire après, maintenant, vous êtes devenu une république. Quand on proclamait la république le 1er 1960 à Porto Novo, les gens du Nord ne se reconnaissaient pas à travers ceux du Sud. Ceux du Sud pas à travers ceux du Centre. Quand est-ce qu'on a réglé ça? D'où le mot à trois traites. Et les partis politiques que nous avons créés après ne sont sortis que de ces considérations tribales. Quand est-ce qu'on a réglé la question de notre unité nationale? Quand est-ce qu'on a réglé la question du républicanisme dans notre pays? Donc, on l'a réglé ça quand? Donc, à vous suivre très bien, les politiques ou les réformes politiques institutionnelles viennent régler... Mais en demandant que la base des partis politiques soit élargie. Et soit nationale. En demandant qu'il y ait de grands ensembles qui se forment, c'est un autre apprentissage du vivre ensemble.
C'est un autre apprentissage de l'unité nationale que nous sommes en train de faire pour que l'un puisse se reconnaître dans l'autre comme étant un miroir. Si nous ne faisons pas ça, sachant que la liberté fondamentale en démocratie moderne est la liberté politique. Vous comprenez un peu? Puisque la démocratie moderne, c'est l'alternance qui découle de la liberté politique. Or, l'alternance elle-même vient à partir des partis politiques qui doivent animer la vie politique et présenter les candidats. Lesquels partis politiques ont un rôle démocratique, diriger un peuple qui partagent leurs convictions. Voilà que leurs convictions ne sont que tribalistes, ethnico-régionalistes. Ça voudrait dire que la nation est en train d'aller dans le décor. Les réformes viennent nous regarder. Elles soient prises en otage par une seule ethnie. Ou soit que des ethnies continuent de s'affronter comme on le faisait. En fait, l'affrontement au temps de nos rois, avant la colonisation, c'est ça qui se fait maintenant à travers les partis politiques que nous avions eu pratiquement durant 26 années sur 30 ans de démocratie dans notre pays. Alors, dire que la démocratie n'a rien à voir avec le développement, c'est faire preuve d'ignorance et c'est du charabia. C'est du charabia ou c'est une contention intellectuelle pour justifier ce qu'on ne peut pas justifier. Parce que quand vous dites que la démocratie, ce sont les libertés, mais et la manière dont chacun jouit de ses libertés dans le pays, n'est-il pas déterminant pour le développement du pays? La manière dont chacun jouit de sa liberté, elle est complètement déterminante pour le développement d'une nation. Mais c'est ça la réalité. Si elle n'était pas nécessaire, l'Occident n'aurait jamais, au milieu du 19e siècle, dit maintenant, nous sommes devenus une démocratie. Eux qui ont combattu cette démocratie pendant longtemps. Mais je vous ai dit que cette déclaration n'est pas innocente de dire maintenant c'est la démocratie. Elle vient du fait d'une classe de dominer toutes les autres classes. Je ne sais pas si vous comprenez. Du fait de la bourgeoisie naissante, de dominer les autres parce qu'ils avaient partagé le pouvoir de manière à équilibrer le pouvoir. Mais quand ils sont devenus puissants, ils n'ont pas voulu s'arrêter à l'Assemblée nationale qui était la portion qu'on leur avait donnée, mais ils ont voulu aller au Sénat, ils ont voulu aller jusqu'à l'exécutif. À partir de cet instant, ce n'est plus la lignée royale, ce n'est plus le clergé, mais c'est nous qui détenons le capital. Pour que ça se fasse, il faut que les autres qui n'ont pas le droit de vote aient le droit de vote, aient tous les droits politiques. Maintenant, pour qu'ils puissent vivre, nous, on va créer des entreprises, on va les coincer dans les entreprises. Oui, justement. C'est comme ça. Oui, justement. Et c'est ça qu'on nous a exporté. En nous exportant ça, nous qui n'avions pas d'entreprise, où les autres travaillent, qu'est-ce qu'on comprend à travers liberté? Liberté totale, liberté de conscience. Mais surtout liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'association. Qu'est-ce que nous y comprenons? La preuve, au sortir de la conférence nationale, les Béninois qui avaient déjà l'habitude de se mettre ensemble pendant la Révolution, parce qu'on a dit qu'on donne nos propres forces, pour balayer leur rue, pour balayer leur quartier, pour faire ce genre de choses, ils ont tout laissé. Ils ont dit, nous sommes libres. Libre, c'est l'État qui doit tout faire. Donc est né l'État-providence. L'État-providence, c'est quel État? C'est un État qui doit régler tous les problèmes à la fois. Quand l'État veut régler tous les problèmes à la fois, il n'y a plus d'égalité de chances. Parce que ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont proches de l'État. C'est ceux qui ont des parents dans l'État. C'est l'État-providence qui favorise le népotisme, le clientélisme, c'est la corruption. Ça, c'est l'État-providence. Parce que tout se repose sur l'État qui doit tout faire. Une fois que l'État doit tout faire, à partir de cet instant, il n'y a plus égalité des chances. Il n'y a plus égalité des chances. Alors, et il n'y a même pas l'édification d'une économie de marché. Il n'y a pas l'édification d'une économie de marché. Alors, Fred, quand je vous posais la question tout à l'heure, vous étiez en plein développement. Alors, dites-nous, quelle est la contribution de la démocratie au développement d'une nation? Est-ce qu'elle contribue au développement ou elle freine le développement? La démocratie, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été, je dirais, habillée ou maquillée en 1990 et qui a fait son chemin pendant 26 années, jusqu'à 2016. Écoutez, est-ce qu'elle contribuait au développement de la nation ou elle freinait ce développement? La démocratie est un instrument de domination pensé. C'est un instrument de domination sur toute la ligne. C'est un instrument de domination des bourgeois occidentaux sur les autres. Quand ils l'ont importé chez nous, c'est un instrument de domination des puissances colonisatrices sur nos pays, parce que ça ne nous permet pas de renforcer la République chez nous, de renforcer le pacte républicain qui définit l'unité et la consolidation d'un avenir et d'un destin en commun. On est d'accord. Mais dans la démocratie telle que pratiquée chez nous, au sortir de la conférence nationale, c'est tout un amalgame. Parce que la domination étrangère continue,
Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une économie. Nous avons toujours une économie comprador. Quand on n'a pas une économie, on ne peut pas s'émanciper. Quand on n'a pas une économie, on ne peut pas régler la question du chômage, la question de la pauvreté et la question de la précarité. Alors, comment vous réglez ça? Vous n'avez pas d'économie. Vous n'avez pas d'économie. Vous n'arrivez pas à produire vos instruments de développement vous-même. Vous passez tout le temps à dire, nous, on est libre de dire ce que nous voulons. Donc, on veut bavarder au lieu de travailler. On est libre de dire ce que nous voulons, de dire de faire ce que nous voulons sans être inquiété. C'est-à-dire que on a en fait, pendant ces 30 dernières années, détruit le modèle républicain. Le pacte républicain n'a pas existé pendant, disons, 26 ans. Maintenant, le président Talon est en train de donner un nouveau corps, une nouvelle naissance à ce pacte républicain. Alors justement, quand vous dites que le président Patrice Talon a donné un nouveau corps au pacte républicain... Oui, avant de revenir sur ça, quand vous me demandez est-ce que la démocratie a contribué au développement de notre pays, je vous pose la question, est-ce que nous sommes encore en train de parler de pauvreté après 60 ans d'indépendance et de 90 jusque dans un passé récent? De 90 à 2016, est-ce qu'on parlait encore de pauvreté dans notre pays? Oui. De 90 à 2016, est-ce que nous parlions encore de précarité dans notre pays? Oui. De 90 à 2016, est-ce que nous parlions encore de chômage dans notre pays? Oui. De 90 à 2016, est-ce que nous parlions encore du panier de la ménagère dans notre pays? Oui. De 90 à 2016, est-ce que nous avions encore parlé de l'insuffisance du pouvoir d'achat? Oui. De 90 à 2016, est-ce que nous avions encore parlé des difficultés pour chaque Béninois de pouvoir satisfaire les 5 besoins fondamentaux chaque jour, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir et s'instruire? Est-ce que nous l'avions fait? Oui. Donc, je crois qu'il n'y a même pas à poser la question. Il n'y a même pas à poser la question, comme vous le dites. Mais dites parce que la démocratie est en donnant la liberté aux gens. En disant démocratie, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'aller et de venir. En nous disant ça, la démocratie devait quand même nous permettre, chacun de mettre cette liberté au profit du développement commun. Si on ne développe pas notre pays, qui est notre patrimoine commun, à quoi sert la liberté à l'intérêt du pays? Parce que ceux qui réclament la liberté et qui disent qu'elle n'a rien à voir avec le développement, s'ils ne se trompent pas, pourquoi ils ne réclament pas la liberté en dehors du pays? Pourquoi ils ne réclament pas la liberté? Ils demandent que le Bénin leur donne cette liberté. Mais ils prennent cette liberté du Bénin pour en faire quoi? C'est pour détruire le Bénin? Si vous réclamez la liberté à votre pays, c'est pour pouvoir être libre de construire le pays tel que vous le pensez. Alors justement, à ce titre, Fred Adriano, que nous, depuis l'avènement du président Patrice Talon au soir du 6 avril 2016, à ce jour, une avalanche de réformes politiques et institutionnelles ont été opérées dans divers secteurs afin de réajuster le modèle démocratique béninois, d'où, je dirais, la réforme du système partisan, la loi sur le code électoral et également tout un dispositif inclus dans un package pour pouvoir lutter contre la corruption et bien d'autres cas. Alors dites-nous, qu'est-ce qui légitimise le président Patrice Talon dans cette vision, selon vous? Ce qui légitimise le président Patrice Talon dans cette vision, c'est sa volonté de construire la République. Mais pour certains, il est en train de détruire les acquis démocratiques du pays, de la conférence nationale, pour certains. Vous savez, nous sommes à une phase... Vous avez suivi le message de l'ancien président de Nicéphore de Sogo, vous avez suivi les différentes interventions de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Robert Dossou, du professeur Joël Aïvo et bien d'autres. J'ai suivi. Nous sommes à une phase importante dans notre pays. Après... disons, 30 années, disons, de pratique de renouveau démocratique, nous sommes venus à une phase importante. Il y en a qui veulent la démocratie sans la République. Comment? Ils veulent la démocratie sans la République. C'est-à-dire que ils veulent la démocratie comme science, mais ils ne veulent pas la conscience de cette démocratie. Parce que la République seule, de tout temps, depuis le 6e siècle, il y a toujours eu un affrontement entre République et démocratie. Jusqu'au XVIIIe siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est au 19e siècle, par la gymnastique, qu'on a voulu confondre République et démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, ce sont les libertés. Les libertés politiques, les libertés individuelles, les libertés collectives, les droits de l'homme. La République, c'est quoi? C'est une morale pour le citoyen. La République, c'est quoi? C'est un régime qui se fonde sur la loi. C'est un régime où c'est le respect de la loi qui définit notre liberté.
La démocratie, c'est un système dans lequel ce sont nos désirs qui définissent notre liberté. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Alors, Fred Adriano, alors la démocratie oui, vous avez défini la démocratie, vous avez défini, je dirais, l'état de droit également, la République également. Oui. Mais Fred Renou, dans notre République du Bénin, où certains estiment que certaines lois sont bafouées, vous avez fait votre analyse de leur conception à eux de la démocratie. Est-ce qu'il faut poursuivre l'œuvre salvatrice, à vous entendre, entamée par le président Patrice Talon, à savoir revoir le modèle démocratique béninois, peut-être aller à sa refonte, peut-être? Nous avons le choix. Le président Patrice Talon n'a encore rien fait par rapport au modèle démocratique. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est ériger des réajustements, le modèle républicain. Parce que le modèle républicain était déjà à terre. La République n'existait plus dans notre pays. À cause de l'empressement que nous avions à imposer. Je ne sais pas si vous comprenez. Voulons-nous 12 millions de Béninois venus d'horizons divers, de diverses cultures, de diverses familles, ayant été modifiées par la rencontre de diverses autres civilisations. Voulons-nous être libres du simple fait de nos désirs, de nos volontés indéterminées, ou du fait que la loi, l'obéissance à la loi nous amène tous à être libres? Si nous choisissons de prendre la démocratie sans la République, c'est que le principe, c'est ni chef, ni Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de nous pour nous dire ce que nous voulons faire, pour nous conduire à l'obéissance. Il n'y a même pas la loi. Tout ce qu'il y a, c'est ce que vous et moi nous décidons. C'est-à-dire c'est la liberté individuelle qui rencontre les autres libertés individuelles et qui dit, voilà ce qui définit notre liberté. Or, la République, c'est qu'au-dessus de nous, il y a des lois auxquelles chacun de nous est tenu de se déférer. C'est le principe. C'est le principe. Si nous nous laissons entraîner par ceux qui veulent la démocratie sans la République, nous sommes en train de tromper nos populations parce qu'ils savent pourquoi ils disent ça. La démocratie a toujours été leur. La démocratie, à part ceux qui en ont été les dépositaires à Athènes pendant 200 ans, qui se sont affranchis d'une situation économique pour dire maintenant nous sommes devenus maîtres. On ne va pas devenir maître pour avoir encore un autre maître. Nous nous réunissons et nous décidons de ce que nous allons faire et nous le faisons ensemble. Mais dans la forme de nos États modernes, qui comptent plus de 12 millions d'habitants, on ne peut plus avoir cette forme où chacun de nous s'assoit et dit voilà ce qui est bon pour nous. Alors voilà ce qui est bon pour nous. Alors que dites-vous de ceux qui estiment ou qui pensent, puisque depuis le 19 février 2020, nous avons lu sur la toile, sur Internet, dans les forums WhatsApp et bien d'autres, une avalanche de publications sur la conceptualisation, ou je dirais la perception de la démocratie. Et il y a une de ces publications de l'internaute qui a retenu mon attention. L'internaute, il dit la démocratie, c'est la dictature de la majorité ou d'une majorité sur une minorité. Et ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. Écoutez, pendant longtemps, ça a déjà été ce que pour lui, en clair, je cite nos passages, la démocratie ne repose jamais sur un consensus, mais sur la dictature d'une majorité sur une minorité. La démocratie, quand vous parlez de dictature d'une majorité sur une minorité, vous parlez d'abord de dissensus, parce qu'il faut qu'il y ait affrontement entre un nous et un eux, pour que le nous l'emporte et s'impose maintenant au eux. Donc la démocratie a toujours été le dissensus. Maintenant, ce dissensus peut devenir après dictature d'une majorité sur une minorité. Certes, c'est le principe. Mais entre une majorité qui impose son dictat à une minorité et la loi qui nous impose à nous tous le dictat, ce que nous devons essayer de faire, c'est comme les fondateurs du républicanisme moderne l'ont fait, c'est travailler pour que le législateur ait la vertu civique. Cette vertu qu'ils avaient dans le temps, qui le place pratiquement au rang de Dieu, capable d'ériger pour sa communauté, pour sa société, une constitution et des lois
presque parfaite, qui ne reflète aucun intérêt. C'est ce qu'on peut exiger aujourd'hui de la République, que le législateur puisse être au-dessus d'un certain nombre de vices, pour que nous ayons finalement des lois qui reflètent l'intérêt général. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas par la démocratie qu'on y arrive. Ce n'est pas par la démocratie qu'on y arrive. Parce que cette liberté que nous avons tous dans notre pays de dire, c'est la liberté à tout prix. La liberté à tout prix. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce que nous, des gens comme moi, qui veulent de la démocratie dans la République, disent? On ne peut ériger la communauté nationale que sur la base de l'équilibre des droits et des devoirs. Les droits, ce sont les droits d'un grand pays démocratique. Parce que je sais que le Bénin est un pays démocratique. Parce que le Bénin respecte la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté politique, la liberté d'aller et de venir. Mais nous voulons équilibrer ces libertés avec le devoir. Et quel est ce devoir? Il est simple, c'est le respect. Le respect du voisin, le respect de l'autorité de l'État et le respect de notre pays. Vous pourrez jouir de toutes vos libertés, de toutes ces libertés, mais dans le respect du voisin, dans le respect de l'État et dans le respect du pays. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui est compliqué. Fred Adrien Renou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Encore quelques petites 2 questions ou 3 au maximum pour clore cette émission. C'est vrai que vous avez beaucoup de choses à dire, mais j'ai bien envie de recueillir pour les amis internautes une lecture d'une phrase que je cite ceci. Il y a un internaute qui a dit que la démocratie repose sur les libertés et que les libertés entraînent le libertinage qui instaure l'anarchie. L'anarchie appelle la dictature pour rétablir la démocratie et ainsi de suite, que c'est le cycle-là qui tourne sans cesse et donc qu'il n'y a jamais eu de démocratie en Afrique. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est le modèle que l'Afrique a connu jusqu'à aujourd'hui. Je dirais même que c'est donc vous êtes d'avis que la démocratie qui repose sur la liberté entraîne le libertinage qui instaure l'anarchie? Oui, forcément, parce que quand... La liberté, c'est donc il faut un peu de dictature. La liberté, c'est comme du poisonnement. Il faut une dictature des lois pour rétablir cette démocratie. Mais la dictature des lois, c'est ça que nous appelons la République. La dictature, puisque la République, c'est un État qui est régi par les lois. La dictature, c'est ce que nous devons chercher, c'est nous ne devons pas chercher la dictature de nos passions. Voilà pourquoi est-ce que c'est Spinoza qui disait que la liberté ne consiste pas à la jouissance de nos désirs indéterminés, mais à rechercher les causes qui nous limitent. Les causes qui nous limitent. Et ces causes ne peuvent que se retrouver dans la loi. Voilà pourquoi, moi, j'ai toujours pensé que le modèle que le Bénin est en train de mettre en place, c'est un modèle qui a une ambition. Montrer un chemin original à l'Afrique. Montrer que, sans forcément aller de la liberté au libertinage, tomber dans l'anarchie pour que la dictature vienne réparer un temps soit peu, que nous pourrons ériger une communauté sur l'équilibre des droits et des devoirs. Des droits et des devoirs. Alors, nous allons bientôt conclure. Alors, Fred Adrien Renou, donnez-nous de façon plus ou moins exhaustive votre lecture du modèle démocratique qu'est en train d'expérimenter le Bénin sous le régime du président Patrice Talon. Je pense... Est-ce que ce modèle démocratique est rassurant? Est-ce qu'il est prometteur de lendemain meilleur? Est-ce qu'il garantira au peuple béninois, aux enfants, aux jeunes, je dirais dans quelques années, de l'emploi, une assurance, un vivre ensemble plus ou moins agréable? Le président Patrice Talon, et c'est la raison pour laquelle j'ai revu ma position et que j'ai décidé de l'accompagner contre Vanzembaré, il est en train d'ériger pour nous, d'inventer pour nous un autre modèle social. Voyez-vous? Un modèle qui se veut être l'équilibre des droits et des devoirs. Et c'est pour ça qu'il parle de la liberté pour chacun de dire et de faire ce qu'il entend, mais la responsabilité de répondre de ses actes. Parce qu'il n'y a pas en fait de liberté sans responsabilité. Et tout ce qu'on a dit comme devoir, ce n'est que le respect. Le respect pour le voisin, le respect pour notre État et le respect de l'autorité de l'État, le respect pour notre pays. Ce modèle-là a
un visage, celui de la tolérance. Ce modèle a une âme, celle de la liberté. Et ce modèle a une ambition, montrer à l'Afrique un autre chemin pour régler définitivement la question de la démocratie et de la République pour aller au développement. N'est-ce pas le Bénin que nous avons tous un jour, pour lequel nous avons tous un jour vibré, espéré, même parfois pleuré, parce que les gens ont pleuré en 90. Pour quel Bénin? Pour ce Bénin. Pour ce Bénin qui se fonde sur l'équilibre parfait, sur un équilibre parfait du moins entre les droits et les devoirs. Sans les droits et les devoirs, nous ne pourrons pas donner des chances égales à tout le monde. Nous ne pourrons pas vaincre la pauvreté, vaincre la précarité, vaincre le chômage, augmenter le panier de la ménagère, sans les valeurs de travail et de mérite. Mais n'avons-nous pas dit en 90, nous avons vaincu la fatalité. Et pourtant, cette fatalité n'est pas encore vaincue. En 90, les gens ont pleuré. Pour quel Bénin? C'est ce Bénin que nous sommes en train de construire aujourd'hui et il n'a qu'un seul principe, équilibrer les droits, équilibrer les devoirs. Ceux qui parlent de la démocratie est menacée, est bafouée dans notre pays, ils veulent juste les droits, ils ne veulent pas les devoirs. Or, en fait, il n'y a pas de droit en dehors. Les droits ne sont garantis que par les devoirs de chacun. Les droits de tous ne sont garantis que par les devoirs de chacun. Ayons nos droits dans la main gauche, nos devoirs dans la main droite. Que chacun sache qu'il a des droits, mais qu'il a aussi des devoirs. Et que les droits de chacun n'empiètent pas sur ses devoirs. Et nous allons développer notre pays. Alors Fred Renou, un mot pour clore cet entretien. Vous avez regardé droit dans la caméra. Vous allez dire un mot à nos chers amis internautes qui ont eu le plaisir de sacrifier un peu de leur temps pour suivre cette émission. Merci beaucoup. J'aurais voulu que nous allions suffisamment encore loin. Il y a tellement de choses à dire sur la démocratie, son histoire, son évolution, jusqu'à atterrir sous nos cieux et quelles sont les pratiques que nous en faisons. Oui, je voudrais dire que la démocratie, c'est une nécessité dans une république parce qu'elle constitue le fondement par lequel nous pourrions choisir nos dirigeants quand on est venu d'horizons divers, de cultures diverses, avec chaque culture, chaque langue ayant son mode d'élection de ses chefs. On a besoin de la démocratie pour pouvoir choisir nos dirigeants, pour pouvoir travailler entre nous, mais nous avons surtout besoin aussi de la République. En fait, République et démocratie vont de pair. Et République et démocratie, c'est comme la tête et le cœur. Ceux qui veulent le cœur sans la tête ne peuvent pas avancer. Ceux qui veulent la tête sans le cœur ne peuvent pas avancer non plus. Nous avons besoin forcément d'expérimenter ce modèle que le président Talon nous propose. Équilibrer les droits, équilibrer les devoirs. Je vous remercie. Merci également à vous, Fred Renou, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir sacrifié un peu de votre temps pour, je dirais, honorer ce rendez-vous. Merci. J'espère que vous serez encore disponible pour d'autres rendez-vous. Chaque fois que vous m'invitez, ce sera un plaisir. Merci à vous, Fred Renou, chers amis internautes. Merci pour l'attention. Merci et à très bientôt.